C'était un après-midi calme et nous ramassions du bois de l'autre côté de la rivière. Les anciens nous avaient mis en garde contre cette zone, disant que c'était un ancien cimetière datant des années 1800 et 1900. Bien sûr, nous ne les croyions pas. Je n'ai jamais cru aux fantômes ni aux créatures mythiques. Nous étions 12 en tout et nous pensions qu'en nous divisant, le travail irait plus vite. J'ai donc décidé de partir avec 2 de mes amis, laissant le groupe principal derrière. Alors que nous nous enfoncions dans la forêt, nous avons entendu le cri distinct d'un oiseau. C'était le genre de son que les habitants associent à la présence d'un aswang, une créature mythique du folklore philippin. L'un de mes amis s'est soudainement figé et a refusé d'aller plus loin, disant qu'il était certain d'avoir entendu cette créature. Mon autre ami et moi avons ri de lui parce qu'il avait peur. Gêné, il a décidé de faire demi-tour, nous laissant à 2 pour continuer. Environ 15 minutes plus tard, alors que nous nous enfoncions davantage dans la forêt, nous sommes tombés sur une vieille tombe. La pierre tombale portait la date de 1898. Je me souviens avoir pensé, donc les anciens ne plaisantaient pas. Mais nous n'avions pas le temps de nous attarder. Nous étions pressés et encore loin de notre destination. Et c'est là que c'est arrivé. Une rafale de vent puissante a traversé la forêt. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose. Une silhouette massive et sombre. Même aujourd'hui, je peux encore la visualiser clairement. Elle ressemblait à un ours, mais ce n'en était pas un. Ses yeux rouges brillants étaient fixés sur nous, sans cligner. Je suis resté figé, mon ami aussi. J'ai chuchoté, tu le vois. Il a hoché la tête, la voix tremblante, je le vois. Pendant 1 minute entière, nous sommes restés là, complètement immobiles, à fixer la créature. Elle ne bougeait pas, et nous non plus. Finalement, j'ai attrapé un caillou et l'ai lancé sur elle. Elle n'a même pas bronché. Mon ami a ensuite ramassé une pierre plus grosse et l'a lancée de toutes ses forces. C'est alors qu'elle a bougé. Elle s'est élancée si vite que les herbes à l'endroit où elle se tenait n'ont commencé à bouger que quelques secondes après son départ. C'était comme si elle s'était téléportée. Nous n'avons pas attendu de savoir où elle était partie. Nous avons couru pour sauver notre peau, traversant la forêt à toute vitesse jusqu'à retrouver les autres. Même aujourd'hui, je pense encore à cette créature. Peu importe ce que c'était, ce n'était pas normal. Sa façon de se déplacer, sa manière de nous fixer, ça me hante toujours. Pour donner un peu de contexte, je suis un garçon de 16 ans, originaire du Royaume-Uni, et je mesure 1,98 m. Donc j'ai une carrure qui peut impressionner, et je ne gère pas bien les interactions avec les inconnus. J'ai aussi beaucoup de mal à exprimer mes émotions, alors je vais souvent me promener dans les bois près de chez moi pour me vider la tête. Ça fonctionne à chaque fois et c'est particulièrement efficace entre 22h et 2h30 du matin. Jusqu'à aujourd'hui, ces balades n'ont jamais posé problème. Ce soir, je suis parti un peu après 22h en me disant qu'une petite marche avant la tombée de la nuit serait idéale. Je suis arrivé dans la zone la plus sombre du bois, mais on voyait encore de la lumière entre les arbres. Alors j'ai continué. J'ai marché jusqu'au pont métallique qui traverse un petit ruisseau. À ce moment-là, je pouvais suivre mon chemin habituel ou tourner à gauche et prendre une route plus longue que je ne connaissais pas bien. Normalement, je n'y serais jamais allé, mais quelque chose m'a poussé à aller explorer un peu. Après tout, il faisait encore clair. J'ai passé environ 5 minutes dans cette zone inconnue avant de décider de faire demi-tour car la nuit était tombée très vite. Je me suis retourné éclairant mon chemin avec la lampe torche du téléphone, mais j'étais totalement désorienté. Je ne reconnaissais pas du tout la route que j'avais pourtant empruntée à l'aller. J'ai continué à marcher et je me suis rendu compte que je n'avais aucun souvenir d'avoir traversé cette partie-là du bois. Pris de panique et de stress, j'ai quand même réussi à retrouver le pont métallique et j'ai regagné mon sentier habituel. J'ai poursuivi ma route jusqu'à mon endroit préféré, le fond d'une carrière de 60 mètres de profondeur envahie par la végétation d'été. Je me suis installé pour reposer mes jambes et lire le livre que j'avais emporté. Assis avec la lampe dirigée vers le livre, je lisais tranquillement, quand j'ai entendu un bruit faible et rauque venant du haut de la carrière, comme quelqu'un qui respirait à travers un masque à gaz. J'ai refermé mon livre, car le son devenait impossible à ignorer. J'ai alors dirigé la lumière dans cette direction,
et j'ai entendu un brusque souffle, comme si la chose retenait son souffle. J'ai repointé ma lampe vers mon sac pour ranger le livre et le bruit est devenu plus lourd, plus intense. Une fois le livre rangé, j'ai posé la lampe sur mes genoux, éclairant mon visage, et j'ai scruté la ligne d'arbres au sommet de la carrière pour essayer d'apercevoir quelque chose. Mais dès que j'ai regardé en direction du bruit, nouveau souffle bref, puis silence total. J'étais terrifié. Je me suis levé et le bruit a recommencé à se déplacer tout autour de la carrière, toujours aussi rauque, accompagné du craquement de pierres sous un poids massif. C'est la première fois de ma vie que je me suis senti paralysé par la peur, jusqu'à en hyperventiler. Figé dans le noir, j'écoutais cette chose m'épiant depuis 5 bonnes minutes traverser la crête de la carrière et je voyais des pierres dégringoler jusqu'à mon niveau. Je suis persuadé que quelqu'un portait un dispositif pour respirer et qu'il m'écoutait lire tout en me regardant essayer de le repérer. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré par cette zone inconnue, ni pourquoi j'ai choisi d'aller à la carrière aussi tard, mais je suis certain d'une chose désormais, je n'y retournerai jamais seul, peu importe l'état dans lequel je me trouve émotionnellement. Je vis sur un terrain de 13 acres, dans une zone de mon état où les banlieues deviennent des terres agricoles rurales. Mes parents habitent dans la maison principale près de la route, tandis que mon fiancé et moi avons transformé une des granges situées au fond de la propriété en maison. Notre maison et une autre grange se trouvent dans une clairière assez large, entourée par la forêt sur 3 côtés. Autant dire que nous ne recevons pas beaucoup de visiteurs par ici. Depuis notre emménagement, il y a près d'1 an, il m'est arrivé à plusieurs reprises de ressentir une terreur inexplicable lorsque je suis dehors la nuit. J'ai toujours vécu près des bois, parfois dans des endroits bien plus reculés que celui-ci, mais je n'ai jamais ressenti ça ailleurs. Partout où j'ai vécu, la forêt m'a toujours semblé être chez moi, mais pas ici. J'ai constamment cette impression d'être un intrus sur une terre qui appartient à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas ravi de ma présence. L'autre soir, j'ai emmené mon chien pour sa dernière promenade. Il était environ 23 heures, donc il faisait complètement noir au-delà du cercle lumineux formé par les projecteurs accrochés à la maison. Alors que je me dirigeais vers la lisière, là où mon chien aime faire ses besoins, j'ai entendu un son qui ressemblait au cri d'un hibou, mais artificiel, provenant de la direction de l'autre grange, à une trentaine de mètres sur la droite. J'étais convaincu qu'un humain faisait exprès ce bruit, alors j'ai crié. « Ah, très drôle, papa !» Je pensais que c'était mon père qui fermait la grange pour la nuit et en profitait pour me faire peur. Personne n'a répondu. À ce moment-là, mon chien a levé la tête, s'est figé et a fixé la grange. Son poil s'est hérissé le long de son dos et il s'est mis à grogner sourdement avec une tonalité menaçante. Et pourtant, ce chien adore tout le monde. Chaque être vivant est pour lui un ami potentiel. Il n'a jamais montré la moindre agressivité, même envers des chiens qui l'ont attaqué. Et mon père est littéralement son humain préféré, donc il n'aurait jamais grogné contre lui. C'est là que tous les poils de ma nuque se sont dressés et qu'une vague de peur glaciale m'a traversé. Mon chien s'était arrêté juste à la frontière entre la lumière et l'obscurité des bois. D'ordinaire, la lumière se dissipe doucement dans les arbres, permettant encore de distinguer leurs silhouettes. Mais cette fois, elle s'arrêtait net sur un mur noir opaque. Soudain, j'ai de nouveau entendu le faux ululement, cette fois à quelques mètres, juste de l'autre côté de cette obscurité. Mon chien a bondi et s'est mis à aboyer furieusement, se plaçant entre moi et le bruit. Comme il est tout petit, j'ai foncé, l'ai attrapé et j'ai couru vers la maison. Derrière moi, le son s'est répété une dernière fois, mais avec une sorte de trémolo étrange, presque comme un rire. Le lendemain matin, quand je suis allé vérifier la grange, j'ai vu que les portes avaient été partiellement sorties des rails et étaient croisées dans le mauvais sens, comme si quelqu'un avait essayé de les forcer dans la mauvaise direction. Il n'y avait aucune trace de pas dans la sûre ou sur le sol, aucun autre indice de présence. Je n'ai aucune idée de ce qui se trouvait là, cette nuit-là, mais disons simplement que depuis, mon chien et moi restons bien à l'intérieur de la lumière des projecteurs quand on sort après la tombée de la nuit.
J'ai grandi à Fayetteville et j'ai déménagé en 1999. Juste à côté du collège Max Abbott, il y a des appartements appelés Wading Creek Apartment. Si vous suivez Wading Creek Road jusqu'à son extrémité près de la piscine, il y avait un sentier qui menait dans les bois. En regardant sur Google Maps, on voit que ce n'est pas très grand et le sentier traverse jusqu'au quartier à l'ouest. Je me souviens que ça prenait environ 15 à 20 minutes à pied pour aller d'un quartier à l'autre. Il y a un petit ruisseau qui serpente derrière et autour des appartements. Près de la piscine, le ruisseau forme une boucle, comme le chat d'une aiguille, créant une petite île. Lors de la construction des appartements, les ouvriers ont décidé que cet endroit serait parfait pour jeter de grandes dalles de béton. Ces énormes morceaux abandonnés autour et sur la petite île ont donné naissance à son nom, l'île du cimetière. À part les innombrables heures passées à boire et à fumer à l'adolescence, bien avant et bien après que mes amis et moi fréquentions cet endroit, rien de particulièrement hanté ne nous est arrivé personnellement. Cependant, une sensation étrange et inquiétante imprègne cette zone, comme si on était observé. Mais si vous prenez le fameux sentier, ce malaise devient beaucoup plus intense. Mes amis et moi connaissions très bien ces bois, car j'ai vécu dans ces appartements entre 13 et 17 ans. On traversait souvent ce sentier pour aller chez un ami dans l'autre quartier. On ne s'aventurait jamais trop loin dans les bois la nuit, surtout pas seul. Mes amis avaient leurs propres histoires flippantes, mais voici la mienne. Un après-midi d'automne, les arbres avaient perdu environ les 3/4 de leurs feuilles. Il commençait à faire sombre, mais il y avait encore assez de lumière pour que je me sente à l'aise de rentrer seul par le sentier. Environ 5 minutes après être entré dans les bois, la sensation d'être observé est devenue très intense. J'étais habitué au bruit de la forêt, mais j'ai distinctement entendu ce qui ressemblait à des pas dans les forêts denses, à environ 30 mètres. C'était une zone pleine de lianes et envahie par la végétation, quasi impossible à traverser sans machette. J'ai bien sûr accéléré le pas, traversant le terrain accidenté et rocailleux. 2 ou 3 minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu des pas. Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi pour voir si c'était un cerf ou autre. Et à ce moment-là, j'ai vu une silhouette qui regardait distraitement depuis un arbre. Je dis silhouette parce que ça ressemblait à un prédateur invisible, mais sombre et flou au centre. Je n'ai jamais rien vu de semblable, même à la télé. Une fois que mon cerveau a réagi, inutile de dire que j'ai couru à toute allure vers mon quartier. En jetant un coup d'œil derrière moi, là où je l'avais vu, mais plus près cette fois, à environ 20 à 30 mètres, je l'ai vu courir. Son corps semblait glisser à travers la végétation, comme quelqu'un courant dans l'eau jusqu'aux genoux à la plage, vite mais lentement en même temps. Et je l'entendais, j'entendais ses pas frapper le sol, mais sans feuilles ni broussailles remuées ou projetées. C'était la première et unique fois où je me suis senti chassé. En marmonnant des jurons, j'ai sprinté jusqu'au bout du sentier, sans m'arrêter, sans jeter plus qu'un coup d'œil derrière moi. Je ne me suis arrêté que lorsque j'ai atteint la rue de mon quartier. En me retournant pour souffler à environ 40 mètres de l'entrée du sentier, j'ai eu l'impression que toute la lisière des arbres était plus sombre que la normale. Je n'ai rien vu, mais j'avais cette sensation étrange que les arbres se moquaient de moi en silence. J'ai fini par retourner dans les bois plus tard, mais jamais seul et jamais la nuit. Mon histoire est venue s'ajouter à toutes celles que mes amis racontaient déjà sur cet endroit. Ça s'est passé il y a environ 20 ans, j'avais 13 ans, et je marchais dans la forêt derrière la maison de mon enfance. Il était environ la fin de la matinée, en automne avancé, en Virginie. Il faisait frais, mais pas encore désagréablement froid. J'ai décidé d'explorer une partie de la forêt où je n'étais encore jamais allé. J'étais jeune, fasciné par la nature, et je connaissais bien les lieux, ce qui me donnait suffisamment de confiance pour y aller seul. J'ai marché pendant près d'1 heure dans une forêt principalement composée de pins, avec quelques érables et autres feuillus. À un moment, je suis arrivé dans une clairière. C'était surréaliste. Une seconde plus tôt, j'étais dans un sous-bois dense, entouré d'arbres, dans un ciel sans nuages, du moins autant que je pouvais en juger. Et l'instant d'après, j'ai débouché dans une clairière couverte d'un brouillard bas. Ça m'a légèrement perturbé, mais j'ai mis ça sur le compte de l'inconnu de cette partie de la forêt. Au fond de la clairière se trouvait un chêne énorme et tordu. Pensez à un arbre tout droit sorti d'un film d'horreur, des branches noueuses, un tronc penché de façon menaçante. Ça vous donnera une idée assez fidèle.
Encore une fois, étant jeune et sans doute un peu téméraire, j'ai voulu l'examiner de plus près. Je me suis donc approché, environ 80 mètres à parcourir. Quand je suis arrivé à une dizaine de mètres, le brouillard était plus épais, je ne voyais plus mes pas. J'ai trébuché sur quelque chose de solide, mais je me suis rattrapé juste avant d'atteindre l'arbre. Je l'ai observé, puis renoncé à l'idée de grimper dessus. J'ai aussi remarqué que le soleil montait et que si je partais maintenant, j'arriverais juste pour le déjeuner. Je me suis donc retourné pour repartir par le même chemin, et là, il n'y avait plus aucun brouillard. Pas de vent, pas de brise, pas de branches qui bougent doucement, rien. Pas même une pomme de pin ou un gland tombant pour faire bruisser les feuilles. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué sur quoi j'avais trébuché. Une petite pierre très abîmée par le temps. J'ai contourné l'autre côté. À ce stade, j'étais convaincu que je ne voulais plus rester là, et j'ai distingué une inscription très effacée sur la pierre. Impossible de lire la plupart du texte, trop usé, mais j'ai reconnu immédiatement qu'il s'agissait d'une pierre tombale, et la dernière date lisible était 1790. C'est alors que j'ai entendu les branches du chêne craquer, et j'ai pris mes jambes à mon cou, sans me retourner. Je ne suis jamais retourné là-bas, jusqu'à ce que le comté rase cette zone après que le propriétaire ait vendu son terrain pour un projet immobilier. Je me considère comme un sceptique, une personne plutôt rationnelle, mais cette expérience dans cet endroit a résonné en moi d'une manière primitivement profonde. Je vais essayer de garder toute cette histoire simple, mais il y a certains détails que je vais ajouter pour que tout soit plus transparent de mon côté. De 2014 à 2023, j'ai eu un gros problème de santé mentale dont je me suis aujourd'hui bien remis. Ce problème a été officiellement diagnostiqué comme une psychose due à la prise de substances à l'âge de 18 ans. En réalité, je vivais déjà certaines choses avant ça qui n'ont pas été prises en compte pendant mon enfance. Alors voilà. Je croyais que les gens savaient ce que je pensais, ou que mes pensées étaient prononcées à voix haute autour de moi, comme si je vivais dans une narration à la troisième personne. C'était un endroit horrible où être coincé pendant 9 ans, et les choses ont empiré quand j'ai commencé à fumer d'autres choses pour essayer de faire face. J'ai fini par perdre le respect de mes amis et de ma famille. Je suis donc retourné vivre chez ma mère, mais nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. J'ai fini par prendre une décision très difficile, de venir volontairement sans abri. J'y réfléchissais depuis quelques semaines, donc j'étais bien préparé. Ma première idée était d'aller au centre-ville pour chercher un centre d'hébergement ou une association afin d'obtenir des conseils sur où camper sans risquer de me faire voler mes affaires que je transportais dans une petite remorque à vélo que j'avais achetée. Un membre du personnel m'a recommandé une réserve naturelle publique avec un bois en hauteur, une bonne couverture végétale et une vue sur la ville. Les 2 premières nuits là-bas se sont bien passées et m'ont donné du temps pour réellement me reconstruire. Mais la 3e nuit, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange. Il faisait presque noir dans cette zone boisée en pente. J'écoutais de la musique avec mes écouteurs en me disant que personne ne serait là-haut avec moi. Et soudain, j'ai commencé à entendre des sons complètement absurdes. Ça m'a d'ailleurs fait rire sur le moment. Ça ressemblait à un bruit de vrombissement aigu, montant et descendant, exactement comme le bruit d'un vaisseau spatial dans un vieux film hollywoodien. J'ai trouvé ça amusant, j'ai ri, puis je me suis endormi. Le lendemain matin, tout allait bien, mais c'est la nuit suivante que les choses ont vraiment dégénéré. La 4e nuit, je suis arrivé tôt après avoir marché et récupéré de la nourriture dans une boutique caritative du centre. J'ai installé ma tente dans une partie encore plus profonde du bois. Je précise que même si j'avais pris beaucoup de substances dans le passé, à ce moment-là j'étais sobre depuis plus de 9 mois. Déterminé à changer de vie, d'où le choix d'être temporairement sans abri pour gagner du temps et me trouver un logement. Il faisait chaud dans la tente, c'était l'été, et j'étais épuisé. Je me suis donc endormi tôt, puis je me suis réveillé vers 23 heures. Je suis resté allongé tranquillement en écoutant le vent, quand j'ai commencé à entendre des branches craquer autour de la tente à différents endroits. Au début, je ne me suis pas affolé. J'ai rationalisé en me disant que c'était sûrement un petit animal, le plus gros qui pourrait être là-haut. Ce sera un cerf, donc rien d'inquiétant. Mais ensuite, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Les craquements devenaient de plus en plus fréquents et légèrement plus forts. Et à l'instant où je suis devenu pleinement conscient de ce qui se passait, tout s'est arrêté d'un coup. Plus de vent, plus de bruit. J'ai pensé, ok, tout s'est calmé, c'était sûrement dans ma tête.
Et puis ça a recommencé. Le vent, les craquements, tout. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que j'ai cru entendre une voix. J'ai attrapé ma scie pliante, juste au cas où, en entendant des sons que je ne pouvais pas vraiment identifier. Peut-être des murmures, des voix étouffées, mais je n'étais pas sûre à 100%. À chaque fois que j'essayais de me raisonner, tout devenait plus intense, comme si quelque chose voulait m'empêcher de rationaliser. J'étais dans un état de tension extrême. J'ai pris ma lampe torche et assis dans la tente, j'ai osé l'allumer vers l'extérieur. Rien, plus de bruit, plus rien. J'ai refermé la fermeture de la tente et tout a recommencé. C'était comme si quelque chose me tourmentait volontairement. J'ai crié, « J'ai un couteau, si vous vous approchez, je vous préviens. » Et j'ai tapé sur la lame pour faire du bruit. Puis j'ai appelé la police, et là, ça a encore dégénéré. La ligne téléphonique coupait sans arrêt, ce que je comprenais vu ma position, mais les bruits recommençaient, et les questions qu'on me posait au téléphone étaient complètement absurdes. J'ai dû répéter 4 fois mon emplacement exact. Elle semblait m'entendre, mais ses réponses ne collaient pas. Elle ne me prenait pas au sérieux, alors j'ai hurlé dans le téléphone. « Arrêtez de me faire répéter ce que vous savez déjà, je suis dans une situation instable, je suis juste un sans-abri qui a besoin d'aide immédiate. » Et elle continuait avec des questions comme « Quelle est l'urgence ?» alors que je l'avais dit dès le début. Pendant tout ce cauchemar, j'ai eu l'impression qu'une présence voulait me pousser à bout, et pourtant c'était un tournant dans ma vie. La police m'a finalement retrouvé après 1h30. Ils ont confisqué la scie, ce qui m'a compliqué la vie par la suite, et ils m'ont proposé 2 choix, rester là ou aller à l'hôpital dans la ville voisine pour avoir un toit. Au départ, je n'étais pas chaud pour aller à l'hôpital, surtout après la bizarrerie de l'appel, mais je savais que je n'avais pas vraiment le choix. Ce qui m'a ennuyé, c'est qu'ils m'ont dit que je ne pouvais emporter que ce que je pouvais porter, donc pas de remorque, pas de matos de camping. Si j'étais resté là dans les bois, je ne sais toujours pas si j'aurais survécu à cette nuit. En allant à l'hôpital et en abandonnant mon équipement, j'ai pu avoir un abri suffisamment longtemps pour rebondir, et aujourd'hui, je vis dans mon propre appartement. Voilà donc l'histoire de comment une expérience paranormale très étrange m'a poussé à remettre ma vie sur les rails, même si j'aurais préféré ne pas avoir la peur de ma vie. Je suis extrêmement reconnaissant d'en être sorti vivant, mais je me demande encore ce qui se serait passé si j'étais resté. Alors en gros, ma famille et moi faisions du camping au réservoir Ponderosa en Californie. Mon frère et moi sommes allés pêcher tard dans la nuit. Nous avons emprunté un sentier à 5 minutes de notre campement qui menait à une cabane brûlée où il y avait des détritus partout. Tout dans cet endroit était effrayant à souhait. Avec toute la végétation dense, quelqu'un aurait très bien pu nous observer sans qu'on le remarque. Je ne sais pas pourquoi on a décidé de pêcher là-bas, mais on a quand même cherché un bon emplacement. En descendant, j'ai commencé à sentir qu'on était observé, une sensation que je n'avais jamais eue auparavant. Ça m'a mis tellement mal à l'aise que j'ai demandé à mon frère de me raccompagner. Il a fini par retourner à cet endroit pour pêcher. Alors qu'il était assis sur un rocher, quelque chose s'est mis à bouger dans les buissons derrière lui. Il lui a dit de s'éloigner et la chose s'est arrêtée un instant. Mais quand il s'est retourné, il a entendu le bruit se rapprocher de lui. Il s'est alors dirigé vers l'autre côté du coin de pêche, mais c'est là qu'il a vraiment commencé à paniquer, car la chose l'a suivi à travers les broussailles et le lierre. Malgré tout, il a continué à pêcher. Je ne sais pas comment il l'a fait, il est complètement dingue. Il a réussi à attraper un autre poisson, et juste au moment où il retirait l'hameçon, il a de nouveau entendu la chose courir. Le poisson lui a échappé des mains, et il s'est mis à courir vers l'autre côté. Pour vous donner une idée, pour atteindre cet endroit, il faut descendre une colline hyper escarpée, et cette chose se trouvait juste en haut. Quand il a levé les yeux, il a vu son visage et son cou. Il n'avait pas de yeux, pas de bouche, pas de nez, juste une tête et un cou avec des oreilles. La créature était accroupie dans les buissons. Il lui a crié de le laisser tranquille, puis il nous a appelés. Quand nous sommes arrivés, il nous a dit que la chose s'était enfuie pendant qu'il nous parlait. Il essayait de rester calme pour ne pas nous effrayer. Il a raconté à notre mère ce qu'il avait vu, mais ils n'ont pas voulu en parler tant qu'il faisait encore nuit. Ce matin, il nous a tout expliqué, et je n'arrive pas à me remettre de ce que cette chose était. Je n'ai jamais été un grand fan du camping.
Vers 2012, pour une raison ou une autre, mon ami et moi avons décidé de passer un samedi soir à camper sur un terrain privé avec l'autorisation du propriétaire, au bord d'un petit lac dans une région rurale du sud-est des États-Unis. Le lac n'était pas très grand, probablement entre 45 et 135 mètres de large. Je suis mauvais pour estimer les distances. C'était plutôt un étang profond, mais il était 5 fois plus long que large et depuis notre campement, il occupait presque tout notre champ de vision. Le terrain lui-même n'était pas totalement isolé de la civilisation. Nous étions à 16 km d'une petite banlieue d'une ville moyenne du sud, et l'accès était difficile. La seule entrée était une route de terre étroite, traversant une digue sur un côté du lac. Cette route était fermée par un portail verrouillé. Le propriétaire nous avait donné son code. Nous avons passé la voiture et refermé le portail derrière nous. Si vous avez déjà été dans le sud, vous savez à quelle vitesse on peut se retrouver isolé en quittant les villes. Nos villes sont petites et les habitants des zones rurales vivent souvent de manière rude et sauvage. Les forêts sont denses, si épaisses qu'elles ne valent pas la peine d'être défrichées, sauf si quelqu'un a un attachement particulier à l'endroit. J'ai entendu dire qu'il n'était pas rentable de construire des routes à travers ces forêts lors de la construction des autoroutes dans les années 50, donc peu de développement a eu lieu au cours du dernier siècle et dans certains endroits depuis la guerre de sécession. Il n'est pas rare de rouler 30 minutes hors de la ville et de tomber sur des cabanes totalement hors réseau. Mon ami et moi, habitués à la banlieue, étions juste heureux de voir les étoiles et d'entendre les sons de la nature. Nous étions installés dans notre campement minimaliste, une petite tente pour 2 personnes et une couverture, simplement en train d'observer la nuit, quand soudain, mon ami s'est redressé d'un coup. Il a dit quelque chose comme « Tu vois ce type là-bas » Il pointait de l'autre côté du lac. Je n'ai rien vu. Je me suis légèrement redressé et j'ai répondu « Non, c'est juste l'obscurité qui te joue des tours. » Il semblait vraiment secoué. « Non, regarde, il y a plein de visages derrière les arbres maintenant. » Ça a capté mon attention. Je me suis complètement redressé, j'ai frotté mes yeux pour mieux voir, et je les ai vus. Des visages blancs nous fixaient depuis l'autre côté du lac. Tous étaient positionnés de manière à ce que leur corps soit caché derrière les arbres. Seule leur tête était visible. La meilleure façon de les décrire. Des visages très pâles, comme illuminés de l'intérieur. Je dois préciser que nous n'étions ni ivres, ni sous l'effet de substances. Nous étions trop jeunes pour ça, pas avant quelques années encore. Nous avions mangé chez nous et nous comptions juste nous détendre avant de dormir. Les visages ne bougeaient pas. Je suis resté figé, pensant que mes yeux allaient s'adapter et que j'allais voir que c'était un reflet, des insectes ou quelque chose d'autre. Mais je n'ai jamais eu cette révélation. J'ai fixé ces visages pendant ce qui m'a semblé être 5 minutes. J'ai regardé mon ami et ils avaient disparu. Les plans d'eau transportent le son extrêmement bien et nous avons entendu des bruits de pas de l'autre côté du lac ainsi que quelques branches se briser. C'est incroyable ce que l'on perçoit dans une nuit totalement silencieuse. Mon ami avait les larmes aux yeux quand il a murmuré « C'était quoi ça ?» Je n'avais aucune réponse. Nous avons mal dormi cette nuit-là, et moi, je me suis senti conforté dans mon aversion pour le camping. Mais que pouvions-nous faire? J'ai essayé de faire des recherches, mais je n'ai jamais trouvé de phénomène pouvant expliquer ce que nous avons vu. Voici l'histoire d'une expérience que j'ai vécue au parc national de Cradle Mountain, en Tasmanie, Australie, quand j'étais adolescent. Bien que cela ne m'ait causé aucune blessure physique, cet événement me hante encore aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille de passionnés de randonnée. Ma mère, botaniste, et mon père, biologiste à l'université de Tasmanie, exploraient souvent les coins les plus reculés de la région pour leurs études de terrain. Ces sorties étaient déguisées en aventures de camping et de randonnée pour toute la famille, et ça ne me dérangeait pas. J'adorais autant la nature qu'eux, même très jeune. Je dis bien j'adorais, car après ce que j'ai vu, plus de 20 ans plus tard, je refuse toujours d'y retourner. Nous vivions près du lac Saint-Clair, une destination touristique populaire. C'était le seul endroit où mes parents me laissaient camper seul, à condition que j'emmène mon berger allemand, un ancien chien de police très bien dressé. À 12 ou 13 ans, ça m'allait parfaitement. C'était mon petit bout de liberté, ma propre tranche de nature, même si j'étais entouré de gens. Mais avec le temps, en grandissant et en gagnant en audace, j'ai commencé à harceler mes parents pour qu'ils me laissent emmener mon quad et camper plus loin dans le parc, prouver que j'en étais capable et que je n'étais plus un gamin. C'est cette assurance excessive qui m'a conduit à cette expérience traumatisante. J'avais 15 ans à l'époque, convaincu d'être invincible, de tout savoir et d'être intouchable.
Après des dizaines de refus de mes parents, j'en ai eu assez et j'ai décidé d'y aller malgré tout. J'ai prétendu partir camper et pêcher au lac avec des amis, mais à la place, j'ai pris mon quad, ma tente et je suis parti en direction de la réserve. Je suis parti juste après le lever du soleil pour profiter au maximum de la lumière du jour et aller aussi loin que je me sentais à l'aise. À mon arrivée, j'ai installé mon campement, mangé quelque chose, puis décidé d'explorer un peu. Je connaissais un endroit avec une magnifique paroi rocheuse où des fossiles avaient été trouvés, alors j'ai voulu tenter ma chance. Mais très vite, j'ai réalisé que je m'étais perdu. À l'époque, ça ne me paraissait pas dramatique. J'avais une boussole et je savais que si je marchais vers le sud, je finirais par rejoindre le lac où je pourrais revenir à mon camp. Sauf que la fin de la journée approchait et plutôt que de marcher jusqu'au lac et revenir à mon camp en pleine nuit, j'ai décidé d'essayer de retrouver mon camp avant le coucher du soleil. Grosse erreur. Il était environ 16h30 et le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, projetant d'immenses ombres sur mon chemin. C'est là que la forêt est devenue silencieuse. Et quand je dis silencieuse, je veux dire absolument silencieuse. Pas de vent, pas d'oiseaux, aucun bruit de la nature. Mon cœur s'est emballé, l'obscurité s'installait et ce silence était oppressant. Tout ce que je voulais, c'était retrouver mon camp, allumer un feu, manger un snack et profiter de la nuit avant de m'endormir. Puis, des bruits de brindilles cassées ont commencé à résonner autour de moi, accompagnés de mouvements dans la canopée. Rien d'anormal, sûrement des oiseaux ou des petits animaux, ai-je pensé. Mais ensuite, aussi clair que l'eau de roche, j'ai entendu « Hé, viens ici !» Au début, j'ai ressenti un soulagement. J'ai pensé que quelqu'un sur un sentier proche m'avait aperçu et voulait m'aider, mais en regardant autour de moi, je ne voyais personne. Puis la voix a retenti à nouveau. Elle était derrière moi, exactement la même voix, mais cette fois, elle venait des arbres. J'ai répondu « Je ne te vois pas, où es-tu ?» pensant que je n'arrivais simplement pas à voir la personne qui m'appelait. Mais la voix a résonné encore une fois, cette fois sur ma gauche. C'est à ce moment que j'ai décidé de fuir. J'ai foncé à travers les buissons et couru pendant 2 bonnes minutes avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle et vérifier ma boussole. Mon instinct me hurlait que j'étais en danger. Puis, quelques secondes après avoir repris ma marche, j'ai encore entendu « Hé, viens ici !» C'était juste derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, mais il n'y avait absolument rien. J'ai alors recommencé à courir sans m'arrêter. Le dernier son que j'ai entendu avant de jaillir des bois sur la berge du lac était le rire le plus maléfique, le plus démoniaque que j'ai jamais entendu, comme si 3 personnes riaient en même temps. J'ai immédiatement appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher, leur ai raconté ce que j'avais fait et ce qui s'était passé. Et ils étaient plus préoccupés par ma désobéissance que par mon expérience. Le moment où ils sont arrivés a été le premier instant de soulagement que j'ai ressenti. J'ai pleuré pendant tout le trajet du retour. Je n'ai pas réussi à dormir correctement pendant des jours. Mon père est retourné chercher mon quad et ranger mon campement. Depuis ce jour, je n'ai jamais mis un pied en dehors du lac. Cette expérience m'a enlevé ma passion. J'adorais être seul dans la nature, loin de la société, mais aujourd'hui, je suis incapable de m'y replonger. Il y a quelques années, mes amis et moi avons entrepris une expédition en kayak de 72 km sur 3 nuits le long de la rivière Gwen, dans le Kentucky. Cette rivière traverse le système de grottes de Mammoth Cave, le plus long réseau souterrain connu au monde, avec plus de 640 km de galeries explorées. Nous avions tout ce dont nous avions besoin dans nos kayaks et un canoë, nourriture, tentes, filtres à eau, etc. Chaque nuit, nous campions sur la rive dès que la nuit tombait et que nous trouvions un terrain suffisamment plat. La première nuit fut sans incident, si ce n'est pour dire qu'il n'y a rien de plus magique qu'un mur de lucioles scintillant contre une ligne d'arbres sombres en pleine nature. Le deuxième jour, au coucher du soleil, après une longue journée de kayak sous la chaleur écrasante de juillet, nous avons découvert un ruisseau qui s'ouvrait sur une grande ravine. Ce ruisseau était en réalité une source souterraine, déversant une eau glaciale d'un bleu profond dans un lagon d'environ 9 mètres de large. L'eau était si profonde qu'elle virait au noir après quelques mètres. Le lagon était bordé d'une plage de sable fin, encerclée par des collines avec une haute falaise surplombant l'endroit. C'était un lieu magnifique, presque irréel. Le temps semblait ralentir là-bas. Nous avons décidé d'y camper pour la nuit. Le sable était doux, blanc et très fin, parfait pour dormir à même le sol. Mais pour une raison inexplicable, cet endroit me terrifiait profondément.
Je n'ai rien dit, car tout le monde s'amusait et nous étions épuisés. Nous avons allumé un petit feu, admiré les étoiles à travers la canopée, puis nous sommes allés dormir. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Vers 5 heures du matin, je me suis réveillé avec une envie pressante. Il faisait encore nuit. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente à moitié, et juste au moment où j'ai passé la tête dehors, un hurlement terrible a retenti. Je me suis immédiatement recroquevillé dans la tente et j'ai refermé. Puis j'ai attendu. Le cri venait d'à peine 3 mètres près du feu qui s'éteignait. Il était aigu, mais pas comme le cri d'une chouette, même si je ne l'exclus pas. C'était un cri déchirant, plein de souffrance, qui devenait plus grave à la fin. Étant au milieu de nulle part, c'était probablement un renard, un sanglier ou un oiseau, mais je suis resté éveillé 1 heure écoutant et je n'ai rien entendu. Nous étions sur une plage de sable, mais pas une seule brindille ne s'est brisée, pas une feuille n'a crissé quand la chose s'est éloignée. C'était bizarre. Je dois préciser qu'à quelques mètres hors de la plage, il y avait une petite grotte sèche, d'environ 1 mètre de large. Je ne peux pas dire avec certitude que ce n'était pas une créature ancienne vivant dans les profondeurs qui était venue inspecter notre camp. J'ai fini par me rendormir, mais je me suis réveillé bouleversé. J'ai demandé à mes amis s'ils avaient entendu le cri, mais personne ne l'avait perçu. Nous avons repris notre route sur la rivière Queen. À la tombée de la nuit, nous avons trouvé une grande plage rocheuse. Nous avons tiré nos embarcations sur la rive et décidé de camper là pour éviter d'être bloqués sur l'eau dans l'obscurité. Cet endroit était étrange. La rivière se divisait en deux, formant un amas de rochers pâles, d'herbes hautes et de bois morts de la taille d'un terrain de football. Le sol était recouvert de minuscules grenouilles et d'araignées des sables qui sautaient partout. Encore un lieu irréel. Nous avons mangé, puis tout le monde s'est couché. Il y a eu un silence total pendant 20 ou 30 minutes. Puis, mon rêve a été interrompu par un bruit assourdissant. Je me suis redressé d'un coup. C'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu, comme un bulldozer géant démolissant une structure en acier et en bois. Puis un énorme boom, suivi d'un écho dans toute la vallée. Les animaux ont fui, les oiseaux se sont envolés. Nous nous sommes tous réveillés, criant de confusion dans nos tentes. Puis rien. Personne n'osait allumer une lampe torche vers la forêt. Finalement, nous avons décidé que c'était juste un arbre tombé et nous sommes retournés dormir. Mais le matin, j'ai réfléchi. Ça ne ressemblait pas à un arbre qui tombe. Le son ressemblait presque à un rugissement. Nous avons cherché, mais aucun arbre abattu, aucune trace de ce qui aurait pu produire un bruit aussi puissant. Nous avons repris la rivière une dernière fois pour rentrer chez nous. Mes amis et moi parlons encore de ce voyage et de ces événements étranges. Nous avons refait le même parcours en kayak quelques années plus tard, et rien d'inhabituel ne s'est produit. Pas de bruit mystérieux dans la forêt, à la fois décevant et rassurant. Cette histoire s'est déroulée en Norvège. Je viens d'Oslo, mais quand j'étais adolescent, nous avons déménagé à environ 30 minutes de la ville, dans un endroit plus reculé. Il y avait des maisons, des bois et une faune variée, élans, blaireaux, renards, loups et lynx, mais surtout beaucoup de chevreuils habitués aux humains. Il n'y avait aucune ferme ni écurie à proximité, pas de sans-abri, et les adolescents qui sortaient en douce traînaient plutôt au centre commercial, volant des gâteaux Napoléon, fraîchement livrés à l'arrière des boulangeries. Nous vivions près d'un centre commercial et d'une école. Derrière notre maison, il y avait une petite forêt d'environ 5 km de rayon. Un été, 2 amis et moi avons décidé de camper une nuit dans cette forêt. Nous avions 14-15 ans. Il y avait un emplacement de feu de camp à 100 mètres de ma maison où nous avons installé une grande tente ronde. Le sol était dur et compact, produisant un son creux quand on marchait dessus. La tente était vieille, le tissu usé. Il ne pleuvait pas cette nuit-là. Nous n'avions pas de nourriture, juste des bonbons que nous avons gardés dans la tente. Nous avons papoté et mangé jusqu'à minuit, puis nous avons essayé de dormir. C'est alors que nous avons entendu des sabots marcher près de la tente. Nous avons écouté immobiles, pensant que c'étaient des chevreuils curieux, mais il y avait aussi un bruit métallique, comme une armure de chevalier dans un film. Puis le vent s'est levé brusquement, soufflant violemment. Nous avons commencé à parler pour détendre l'atmosphère. Le bruit des sabots et du métal me faisait penser à un chevalier sur son destrier. Mon ami alors dit, on dirait de chevalier. Nous avons écarté l'idée, pensant toujours à des chevreuils, mais nous n'avons jamais entendu ces bruits s'éloigner. Nous avons continué à discuter, quand soudain, le vent a ouvert une énorme brèche au centre du toit de la tente, juste au-dessus de moi, et une lumière intense comme un éclair a traversé l'ouverture. Nous avons hurlé, et le vent s'est arrêté net.
La lumière a disparu aussi vite qu'elle était apparue, puis un silence total. Aucun bruit de pas, aucun sabot, aucun hélicoptère. Nous nous sommes regardés, paniqués, et avons fui la tente, courant jusqu'à chez moi pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, nous sommes retournés sur place, avons démonté la tente et cherché des indices. Mais rien ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Nous n'avions pas bu, pas pris de substance. Mes parents dormaient, donc ce n'était pas eux qui nous faisaient une farce. J'ai passé beaucoup de temps dans cette forêt pendant mon adolescence. Je n'ai jamais vécu d'autres événements étranges avant ou après. Finalement, nous avons essayé de rationaliser. Un éclair rare et un chevreuil avec une patte coincée dans une boîte métallique. Mais même nous n'y croyons pas vraiment. Quand j'étais enfant, j'avais une amie proche qui habitait non loin de chez moi. Nous étions inséparables. Nous étions tous les deux aventureux, fascinés par le paranormal, passionnés d'astronomie et aimions simplement être dehors. Elle était née en Alaska et son père y avait vécu longtemps, donc leur famille était très portée sur le camping, la randonnée, la pêche, le ski, tout ce qui touche à la nature. C'est avec eux que j'ai découvert la pêche et que j'ai fait beaucoup de camping. Cette histoire s'est déroulée au milieu ou à la fin des années 90. Nous avions entre 10 et 12 ans, mais je ne me souviens plus exactement. Lors d'un voyage en camping, nous sommes allés près d'un lac entouré d'une prairie, alimenté par un petit ruisseau venant des bois. Toute la journée, nous avons joué dans la prairie et le ruisseau pendant que le père de mon ami pêchait. Le lac n'était pas très grand, et comme il était entouré de prairies, il pouvait garder un œil sur nous tout en pêchant. Mais en explorant le ruisseau, la forêt d'où il venait me donnait une drôle d'impression. Impossible à expliquer, mais je me sentais mal à l'aise. La journée s'est écoulée et en début de soirée, il était temps de partir chercher un endroit pour camper. Son père a rangé son matériel de pêche et nous avons emprunté un long sentier sinueux à travers la forêt pour retourner à la voiture. Une fois dans le camion, nous avons roulé vers une zone plus reculée de la forêt, grimpant une route escarpée si raide et accidentée que j'étais persuadé que son père allait casser son véhicule. Il conduisait une vieille Toyota pick-up, un modèle très basique. Nous avons finalement atteint le sommet, une zone plate et dégagée, avec une grande forêt de l'autre côté de la route. Nous avons installé nos tentes et préparé le campement, puis mon ami et moi avons décidé d'explorer les environs. Nous étions à environ 50 mètres de la tente quand nous avons entendu une branche se briser derrière nous dans les bois. Nous nous sommes figés, avons regardé dans cette direction, mais nous n'avons rien vu. Pensant que c'était juste un cerf, nous avons ignoré le bruit, mais en marchant, nous l'avons entendu à nouveau. Nous avons chuchoté sur ce que ça pouvait être, mais avons continué. Puis quand nous étions à environ 200 mètres du camp, nous nous sommes assis sur un rocher, surplombant la route en contrebas, et encore une fois, une branche s'est brisée derrière nous. Quelque chose nous suivait. Nos esprits se sont emballés. Un tueur en série, un cerf, Bigfoot. Quand nous sommes retournés au campement, nous avons raconté à son père ce que nous avions entendu et comment cela semblait nous suivre. Il a minimisé l'événement, disant que c'était sûrement un ours noir, et a sécurisé toute la nourriture. Mais plus tard, mon ami m'a confié que son père avait sorti son pistolet et qu'il dormirait avec cette nuit-là. Nous partagions une tente et lui dormait dans la sienne, non loin de nous. Nous nous sommes dit que tout irait bien. Je me suis réveillé en pleine nuit en entendant quelque chose marcher dehors. Je suis resté immobile, écoutant attentivement. Ça tournait autour de la tente. Le bruit avait un rythme distinct, comme quelqu'un marchant sur deux jambes. Et ça semblait lourd. Chaque pas était pesant. Parfois, j'entendais une respiration profonde et lourde. Puis ça s'éloignait, explorait d'autres parties du camp, avant de revenir vers notre tente, comme si ça faisait une boucle, encore et encore. Ça a duré une éternité. Terrifié, incapable de réveiller mon ami, j'ai écouté, jusqu'à m'endormir malgré moi. Le lendemain matin, j'ai raconté tout à mon ami et à son père. Je ne sais pas s'ils m'ont cru, mais rien dans le camp n'avait été déplacé. Le sol était dur, parfois couvert d'herbe, donc aucune empreinte. Je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, et à chaque fois que je pars camper, cette histoire me revient en tête. Je me demande toujours ce que c'était cette chose qui a tourné autour de notre tente toute la nuit.